Bon, bonsoir tout le monde, merci d'être venu, déjà pour commencer. Petite rectification, puisque Marjorie avait envoyé pour la conférence un sujet sur Node et Mongo, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. On va parler d'autres éléments. Plus fort. On va parler d'autres éléments, donc Alan il va présenter Socket.io et Cookout. Et Félix il va s'occuper de D3JS et Lodash. Voilà. Donc pour ma part, moi je me suis intéressé à Node et Mongo principalement. Donc piqûre de rappel pour ceux qui, on va faire assez rapidement parce qu'il y a pas mal de trucs à voir. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Node, c'est une technologie orientée serveur. Donc je mets serveur mais on peut faire d'autres choses avec. C'est monothread asynchrone par événement, donc il prend toute la capacité à disposition et il va répartir sous forme de promesses les demandes. C'est du JavaScript, donc ça a un avantage parce qu'on peut développer du coup des applications web avec un seul langage de développement. Et en dessous, sous le capot, c'est Google V8, donc c'est du coup un moteur parmi les plus rapides. Ça inclut un module HTTP et il y a un autre package module, donc c'est un package manager comme NuGet. Donc Node et Mongo, c'est un couple qui fonctionne pas mal ensemble parce qu'en fait on peut tout faire avec du JSON. Donc que des naves en passant par Node jusqu'à Mongo, du coup vous envoyez du JSON dans les sens ou dans l'autre et ça fonctionne plutôt bien comme ça. Donc pour ce que je vais vous montrer, on va parler d'un framework MVC qui s'appelle Express, qui est assez populaire, qui vient du monde Ruby. C'est un fork de Sinatra. Et on va parler de Mongoose, qui est un ODM pour MongoDB, donc c'est un Object Document Mapping. Et enfin, rapidement, on va parler de EJS, c'est un moteur de template, il y en a plusieurs, donc je ferai un petit tour aussi là-dessus. Donc, je vais commencer par parler de Mongoose en fait, parce que avec MongoDB et Node.js, on peut faire du JSON. Au début, je me suis dit ça va être génial, je vais pouvoir faire de la donnée déstructurée, ça va partir dans tous les sens. Mais là, je me suis dit, je te regarde Damien, qu'il y a des gens qui font du SQL Server, c'est du relationnel, ils risquent d'être pas contents si je fais des trucs comme ça. Donc, je me suis assez rapidement penché sur le cas de Mongoose, qui est un Object Document Mapping qui marche avec des schémas. Donc en fait, on peut définir des structures de données. Et ça permet d'éviter de passer tout et n'importe quoi et de structurer ces documents. Donc dans mon projet Node, je fais un module qui exporte une fonction qui s'appelle getAll et qui permet de récupérer les différents schémas sous forme d'objets codés en inline. Donc du coup, je peux en rajouter à la file et puis ça me permet de gérer, de structurer. Donc on voit qu'on peut préciser les types, on peut aussi définir que c'est obligatoire, on peut les trimer si on a besoin, on peut les définir uniques. Ça permet de structurer et de ne pas partir forcément dans tous les sens. Donc au niveau de Mongoose, il y a des petits éléments à savoir. Donc c'est en fait quand on charge un schéma dans Mongoose, le premier coup qu'on construit le schéma, il nous renvoie un modèle. On peut le faire qu'une seule fois ça, parce qu'il met en cache. Et vu que c'est une technologie qui commence à pousser, qui est encore qui débute, il n'y a pas forcément tous les moyens de savoir si le schéma a déjà été mis en place. Donc pour mon projet, j'ai fabriqué un initialiseur dans lequel je fais tous mes requiers sur les modules. Donc ça me permet d'avoir à disposition tout ce qui est exporté au niveau des méthodes. Et dans mon initializer, je vais appeler du coup mon schéma. Donc le schéma, c'est le fameux, ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui exportait une fonction, que j'appelle directement ici. Ça me permet de récupérer le tableau. Et dans une petite boucle, je récupère ma définition et je crée les schémas. Et je précise que je ne vais pas utiliser version K parce qu'en fait, mon projet, Félix et Alan vont consommer les données. Et ça peut être des fois embêtant quand on le consomme. Je vous expliquerai ça plus tard. Et du coup, je crée mon modèle. Là, je déclare une variable si jamais on veut faire des trucs après, mais dans l'ensemble, l'opération est faite. Donc, à la suite de ça, je me suis. Vu que c'est un framework MVC, c'est assez difficile de trouver des ressources sur l'architecture en général en Node. J'ai essayé de structurer au maximum et d'avoir quelque chose d'équivalent à ce que j'utilise régulièrement dans mes développements. Donc, je me suis fait une couche d'accès aux données. Donc ici, c'est un peu particulier parce qu'en fait, je ne vais pas exporter des fonctions, je vais exporter une définition de classe.
Donc en JavaScript, il n'y a pas de mot-clé classe. On utilise une fonction directement. Et en fait, on peut closurer du code pour fabriquer des objets. Donc ici, c'est l'équivalent d'un constructeur qui accepte une chaîne de connexion. Et en les déclarant avec var, on peut en fait restreindre la portée en privé. Donc du coup, je l'assigne ici. Ça, c'était pour le debug, pour savoir si les connexions s'ouvrent et se ferment bien. Et après, je peux du coup ajouter des fonctions à mon objet. Donc mon objectif pour mes deux autres collègues qui vont bosser avec moi, c'est de fabriquer avant tout un service REST. Donc je voulais une API simple avec 6 capacités. Donc la première, c'est retrouver tous les éléments. Après, c'est retrouver avec un ID d'Object ID, donc c'est un type Mongo binaire. Et ensuite, je voulais mettre à disposition la recherche par filtre et tout ce qu'on peut retrouver derrière, donc create, update et delete, ce qui représente les 6 actions. Donc, du coup, comment ça se passe avec Mongoose? J'envoie le nom du schéma que je vais attaquer qui m'intéresse pour récupérer mes données. Et je lui transmets une fonction de callback parce qu'en fait, vu le modèle de node, c'est asynchrone. Si je fais pas ça, il va faire l'appel et puis lui, il va passer à autre chose. Donc il va pas attendre que je lui renvoie les données dans des objets. Donc à partir de mon schéma, je vais aller récupérer le modèle qui correspond. Et je vais utiliser la méthode find, donc là c'est pour le retrieval. Alors elle est un peu particulière parce qu'en fait, de base, Mongoose il renvoie pas des plain objects en fait. C'est un type particulier qui est lié à Mongoose et ça peut devenir capricieux quand on veut renvoyer du JSON, c'est assez délicat. Donc pour contrecarrer cet élément-là, il faut utiliser un line exec en fait qui permet de transformer les données qu'il va récupérer en plain object JavaScript. Et qui va permettre, on va pouvoir les transformer en string, en faire du JSON et les manipuler derrière. Donc une fois que je fais l'exécution pour récupérer mon document, et donc du coup j'ai dans la fonction une erreur à un doc pour gérer les cas. Donc la particularité, j'ai utilisé un objet result, donc c'est un objet custom à moi hein, qui me permet de gérer éventuellement les erreurs ou les docs. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Une fois que j'ai fait mon opération, je fais faire ma connexion et en fait je renvoie mon résultat directement dans mon callback. Comme ça me permet de ne pas perdre le fil dans le cheminement. Donc du coup, à la suite de ça, j'ai fait un contrôleur pour mes services REST parce qu'en fait moi j'ai essayé d'appliquer un dry en fait de pas me répéter, donc je voulais avoir une définition de contrôleur qui renvoie les données REST pour quel que soit le schéma. Donc ici, en fait, dans le REST controller, c'est une définition aussi comme Madal, dans lequel je passe mon schéma. Et lui, il va associer en privé plusieurs éléments. Donc déjà, le nom de schéma et config, qui est un objet que je fabriquais, donc qui se trouve dans la partie common. C'est intéressant de le voir et qui fait un truc tout bête en fait. Il va faire un requête sur config et c'est au fait pour obtenir une chaîne de connexion. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est pour vous montrer que du coup avec Node c'est assez facile de faire des fichiers de conf avec du JSON en fait parce que là du coup j'ai mis mes chaînes dans du JSON et je peux faire un requête directement et je récupère un objet que je peux manipuler. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai plusieurs méthodes à ma disposition. Donc getJSONObject, on va le voir après. Je vais parler de retrieval pour rester dans le thème. Donc là, je reçois une requête et je vais mettre une réponse. Je crée une instance de DAL en récupérant depuis l'objet config ma chaîne de connexion. Et après, je vais appeler la méthode de ma DAL retrieval dans laquelle je vais passer une fonction anonyme qui va contenir le résultat en fait que j'envoie. Donc c'est le fameux callback R qu'on a vu tout à l'heure, qui se trouve ici. Non. Donc une fois que je fais ça, alors particularité aussi, c'est qu'on était en mode cross-domaine, donc c'est-à-dire qu'on a plusieurs applications qui consomment, et donc on est obligé de renvoyer du JSON-P pour pouvoir avoir les données. Donc Express, il le gère déjà ça depuis la response.
Donc tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'appeler la méthode JSONP de Express et de faire une petite méthode qui me permet de formater mon résultat en fonction si c'est une erreur ou si c'est des données. Comme ça, je peux le manipuler plus simplement. Donc voilà, donc l'objectif de ça, c'était par la suite. Donc, alors on va voir plusieurs trucs. C'était en fait voilà, c'est ça. De définir tous mes contrôleurs REST en définissant juste le schéma. Donc ça me permet d'avoir toutes les données que je veux et de pouvoir en fait les mapper sur les mêmes routes, le même format de route. Donc pour ça, j'ai fabriqué un autre module qui dispose d'une fonction map qui prend en paramètre app qui est mon instance principale de Express et qui peut contenir un tableau de contrôleurs. Donc dans lequel tout simplement je fais faire un for each et je vais faire des différentes méthodes que j'ai besoin pour mon REST. Donc 3 méthodes get pour retrieve all, retrieve by object ID et retrieve by filter. Un post pour tout ce qui est create, un put pour les updates et un del pour les delete. Comme ça du coup j'ai mon API qui est opérationnel et je peux éventuellement rajouter d'autres schémas et ça fonctionne de la même façon. Donc voilà pour cette partie ici. Donc deuxième aspect que je voulais aborder avec vous ici, c'est, il ne reste pas beaucoup de temps donc on va le faire assez vite, c'était la partie MVC, donc avec un moteur de template qui s'appelle EJS et qui permet en fait, du coup, alors j'ai choisi EJS parce qu'en fait syntaxiquement c'est assez proche de ce qu'on connaît dans la plupart des frameworks MVC. C'est peut-être pas le choix le plus pertinent parce que Express il marche très bien avec un autre moteur de template qui s'appelle Jade, mais syntaxiquement il est extrêmement différent. Du coup, je voulais pas trop charger, au niveau timing ça aurait été un peu long. Donc je me suis fait un petit template vraiment tout simple avec Bootstrap, j'ai fait une petite fiche de style, un formulaire d'authentification. Donc du coup, dedans j'ai défini, donc ici je peux alimenter en données, voilà j'alimente en données là. Et donc j'ai mes différents liens. Je suis sur le long. Mais non, je suis pas sur le long. Excusez-moi, c'était celui-là. Donc là j'ai mon form, pardon. Et du coup j'ai mes différents inputs qui peuvent contenir les informations que je vais saisir pour me connecter. Donc après j'ai un contrôleur d'authentification. Donc là, lui, chaque export que je fais peut correspondre à une route dans laquelle je veux faire mes opérations. Donc il y a l'index pour envoyer le formulaire. Ici, il y a un petit exemple justement sur Response Render où je vais aller chercher le template qui s'appelle index et puis je vais lui envoyer du JSON pour qu'il alimente les différents éléments du template. Et j'ai par exemple une fonction logon où là je vais réutiliser ma dalle en faisant un retrieve by filter où je vais passer login password. Donc je peux en plus réutiliser ce que j'ai déjà fait avant sans que ça pose trop de problèmes. Donc voilà pour cette partie. Alors du coup, après il faut mapper les routes. Donc là, si vous avez déjà fait de la SPM VC4, c'est comme à la maison. Hein. C'est tout le même genre pour les frameworks MVC. Donc sur les différentes méthodes, je vais mapper mes routes directement en fonction d'un pass. Et je vais l'attacher à la fonctionnalité qui est contenue dans mon module. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, normalement ça fonctionne. Normalement. Voilà, non, tout est prévu, vous inquiétez pas, on a tout mis dans l'Azure, donc il n'y a pas de panique. Non, j'ai testé tout à l'heure. Hein. Oh là là. Merci Fabien. Obligé. Oui. C'est obligé. Ah ouais, c'est obligatoire. Bon. Ouais, ça me fait ça, moi j'applaudis. Rien. C'était un plaisir. Alors. Même moi je suis au fond, j'ai eu le problème. Alors. Vol.
Pourquoi j'ai choisi un nom si compliqué? Non, non, ça va bien se passer. C'est Bol, Bon, voilà. website. Elle va poser des sacs Ah, en plastique excusez-moi, et mettre des bouteilles dedans. Excusez-moi. Merci. je vous en prie. Merci. Merci à vous. C'est compris. Voilà. Voilà. Bien là. Bon. Donc voilà, ça marche. Merci monsieur de m'avoir sauvé la mise. Donc du coup, bah, je me retrouve. Ouais, ça fonctionne. Dans Azure, ça marche. C'est important, c'est dans Azure, ça fonctionne. Donc du coup, bah, ici, j'ai mon petit back-office que je me suis fait. Donc on peut saisir des codes. Alors le thème, c'est quand même de trouver des citations de films. On n'en a pas parlé, je pense que Alan il vous en montrera ça juste après. Et du coup, bah, je peux attaquer directement mon REST et puis me renvoie du JSON. Et du coup, Phoenix pourra parser les données et faire le boulot. Donc voilà, je peux prendre encore 2 minutes ou... Non? Ouais, 2 minutes. Donc, on avait un peu à cœur de montrer aussi les capacités du langage JavaScript parce qu'en fait, souvent, JavaScript c'est assez critiqué, mais c'est souvent parce que les gens ils ont du mal à comprendre le mode de fonctionnement par rapport à un programme orienté objet classique. Donc c'est critiqué surtout parce qu'il y a des gens qui disent que bah, du coup c'est trop extensible, donc ça devient vite le bazar. Alors moi je trouve plutôt que c'est la puissance du langage en fait, l'extensibilité, parce que ça permet de faire des choses très puissantes sans avoir des API et des frameworks assez pompeux et puis des dépendances à droite à gauche. Donc pour montrer ça, je vous ai fabriqué un tisseur d'aspects en fait. Donc la programmation orientée aspect, c'est un thème sur lequel en ce moment je m'intéresse pas mal. Et je voulais le faire en JS parce qu'en .NET par exemple, bah, si vous n'utilisez pas un PostSharp, je vous souhaite bon courage pour le faire parce que c'est très compliqué si vous reprenez from scratch. Donc du coup, je me suis fabriqué une classe encore ici qui s'appelle Weaver dans mon tisseur, qui contient une fonction qui s'appelle find dans laquelle je vais passer un objet et un nom de fonction. Et lui, il va aller itérer les propriétés de l'objet pour aller rechercher celle qui correspond au nom et qui correspond au type fonction. Si c'est le cas, je renvoie. Une fois que j'ai fait ça, tout le monde connaît un peu la programmation orientée aspect ou le but c'est d'avoir un objet, ouais, désolé, je suis peut-être un peu... C'est d'avoir un objet en fait et des points de jointure. Et à ces points de jointure là, au runtime, on veut injecter du code. Donc typiquement, par exemple sur une méthode donnée, on veut remplacer avec une autre méthode qui se passe avant, après, ou qui se déclenche après un throw exception, enfin, c'est un peu le principe. Donc du coup, j'ai une petite méthode, j'ai une petite fonction after qui me permet de faire une jointure justement sur un join pod, de rajouter une méthode avant. Et pour ça, c'est assez simple. Je fais mes petits contrôles au départ pour être sûr que mes données sont bonnes. Et après, en fait, toute la partie principale du code, elle est ici. C'est-à-dire que si je trouve la fonction avec ma fonction find, je peux définir une nouvelle fonction dans laquelle je vais encapsuler mon ancienne fonction et je vais lui appliquer le contexte de la fonction redéfinie en appliquant la liste des arguments qui sont passés. Et derrière, je peux prendre ma fonction d'aspect et faire la même opération pour qu'il puisse exécuter la méthode juste après. Donc en code, je l'ai fait sur une route. Ça donne ça en fait. Je fais mon waver et je fais un wave, je prends mon rest control cut et je vais aller lui demander d'aller me chercher retrieve all. Et quand il trouve en after, il me fera un console log. Donc c'est vraiment un petit code pour montrer le truc. Et là, deuxième démo ou pas là? Ouais, mais vu que je peux pas, vu que je peux pas attaquer la base de données Mongo là en local, forcément ça va pas marcher. Voilà. Donc là, c'est sur l'appel, il a fait un after. Donc bah du coup, si je veux si je veux le faire pour before, il me suffit de tisser directement. Je fais before. Je redémarre. Je rappelle. Et voilà. Du coup, il a fait le before et après il a exécuté ma fonction et il a fait l'after.
Donc voilà. C'était le petit truc. Ça, c'est, il y avait une personne qui était invitée mais qui n'est pas là, c'est une spéciale dédicace pour lui en fait. Mais pas de bol. Regarde dans la vidéo. Ouais, non, mais c'est Always Data, désolé, hein, c'est un hébergement gratuit que j'ai trouvé pour stocker du Mongo. Donc voilà, je vais passer la main du coup à Félix. Je vous remercie de votre attention. Ouais. Hop. Bon, moi je vais vous parler en fait de librairies. Donc c'est un peu une ouverture sur le JavaScript pour montrer un peu d'autres choses que le côté serveur, et puis Alan va vous montrer le côté un peu binding. Donc je vais vous montrer Lodash et D3JS. Donc Lodash c'est une librairie utilitaire et D3JS en fait c'est du binding de données qui va servir à faire de la représentation graphique. Donc Lodash c'est une librairie utilitaire similaire à UnderscoreJS, similaire à SugarJS, donc je ne sais pas si ça parle à des gens UnderscoreJS. C'est une librairie utilitaire en fait qui permet de faire énormément de manipulations sur des tableaux, sur des collections, sur beaucoup de choses. Alors ce qui est marrant dans l'histoire de Lodash, c'est que en gros Underscore c'est un projet qui est open source et qui est sur GitHub. Et il y a une personne qui a voulu améliorer Underscore, qui a amélioré les fonctions, qui a rajouté des choses, etc. et qui l'a forqué en fait sur Underscore. Et les personnes d'Underscore ont un peu peur de la dégradation des performances, ont eu peur de certaines choses. Donc ils l'ont rejeté, et donc la personne elle a dit bah, très bien, moi je vais faire mon projet tout seul. Et il a sorti Lodash qui a clairement été créé pour écraser en fait Underscore. Donc comme je l'ai dit, il y a beaucoup de fonctionnalités, donc des fonctionnalités sur les tableaux, sur les fonctions, donc pour ajouter du bind sur les fonctions, pour trier beaucoup les tableaux et les collections. Donc ça revient limite à du link en fait qu'on connaît en C#. Donc il est visiblement plus performant que ses concurrents, donc ça on peut le voir sur JSPerf. Ça c'est une petite parenthèse, JSPerf c'est un site qui permet de faire des test cases et de comparer des performances de code JavaScript, donc c'est plutôt pas mal. Lodash est utilisé par Grooveshark, c'est un site de musique, je ne sais pas si les gens connaissent. Twitter, Yeoman, Grunt. Donc Yeoman et Grunt c'est des utilitaires également JavaScript. Donc Grunt c'est pour faire de l'automatisation de tâches et puis Yeoman c'est pour toute la gestion du projet. Hop. D3JS. Donc je vais montrer un petit peu de Lodash, mais principalement je vais montrer D3JS. D3JS c'est du document data driven, donc pour les 3D. C'est centré essentiellement sur le binding de données. Donc on reçoit des éléments et en fait il va les binder on reçoit des données, il va les binder en fait sur des éléments du DOM. Donc il va transformer les données en fait en informations, en documents. Les sources de données qu'on peut binder, il y a diverses sources possibles. Donc il y a du JSON, du SVC, du TSV et le DSV. Et il y a encore d'autres sources. Donc le DSV c'est CSV vous connaissez, TSV vous connaissez. Et DSV, en fait, on précise ce qui sépare les données, en fait. L'élément qui va séparer les données. Donc, l'intérêt aussi de D3JS, c'est qu'en fait, il utilise les standards du web. Donc, il va utiliser du HTML5, du CSS3 et du SVG pour tout ce qui est la représentation et puis pour binder les données. Si à un moment, en fait, on veut se séparer de la librairie D3, on peut reprendre les choses et les refaire soi-même. Donc ça, c'est assez intéressant. Le contenu de la librairie, donc je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il est vraiment gigantesque, c'est assez énorme. Donc les choses principales quand même, c'est la possibilité de la sélection. Donc on va voir en fait, la sélection c'est ce qui va permettre de binder les données. Après il y a plein de fonctions, donc il y a des fonctions également un peu concurrentes de celles de Lodash, donc sur les tableaux. Il y a plein de fonctions pour générer des données arbitrairement, sur les chaînes de caractères, donc les strings, sur les couleurs. Il y a beaucoup aussi sur les namespaces. Il y a énormément de choses. Il y a la manipulation donc, du SVG évidemment.
du temps, et donc il y a beaucoup de layouts. Donc en fait, les layouts, ça va être des templates entre guillemets de graphes. Donc par exemple des barres, des camemberts. Il y a beaucoup de graphes beaucoup plus complexes que même moi, enfin, que beaucoup de personnes, je pense, ne connaissent pas, et c'est assez haut niveau. Et il y a également des fonctions géographiques et géométriques. Et il y a encore plein d'autres fonctions derrière, mais si vous voulez aller voir, je vous laisse regarder parce qu'il y a énormément de possibilités avec cette librairie. La fonction géographique, elle est d'ailleurs assez puissante. Elle permet de représenter des cartes en fait et de définir en fait, de binder des données sur les éléments de cette carte. Et on peut faire des choses assez sympas. La chose qui est pas mal aussi avec D3JS, c'est vu que c'est, on va dire, la librairie qui est un peu en tête sur ce qui est binding et représentation de données, c'est qu'il y a énormément de plugins. Donc il y a par exemple le plugin Cubism qui permet de faire du graphe en temps réel. Donc ça peut servir à faire des interfaces de monitoring full JS. Ça peut servir à faire énormément de choses. Il y a également NVD3, donc qui fait de la définition de templates réutilisables. Donc en fait, on va définir des sortes un peu de layout et il va faciliter la réutilisation de ceux-ci. Donc on peut également le faire sans NVD3, mais NVD3 va permettre de faciliter. Et puis plusieurs layouts implémentant différents algorithmes qu'on peut trouver. Donc les barres, les camemberts, etc. Si on veut que faire ça, ça n'a pas trop d'intérêt d'utiliser D3JS parce qu'il pousse les choses en fait beaucoup plus loin. Donc il y a beaucoup de librairies en JS qui permettent de faire de la représentation graphique et qui sont un peu plus bas niveau et qui permettent de faire des choses plus simples pour seulement des graphes simples. Et donc par contre, quand on veut faire des graphes avec beaucoup de données, avec de la complexité, avec du tri, avec beaucoup d'interactions, D3 va être plus approprié. Là, je montre juste des petits exemples que je ne vais pas pouvoir montrer en fait parce qu'il y a tellement de choses. Donc là, par exemple, c'est quelqu'un qui a récolté les données des aéroports en fait aux États-Unis. Et en fait, tout ce qui est la carte, les points, etc. En fait, c'est D3 directement qui va générer la carte à partir des fonctions géographiques. Ensuite, le binding des points, ça va être fait à partir des coordonnées et des données qu'il va recevoir. Et voilà. Et donc bon, je montre quelques autres exemples de ce qu'on peut faire. Donc là, par exemple, il y a une liste de prénoms sur les côtés. Quand on sélectionne les prénoms, il trace les courbes automatiquement. Et puis, il y a plein de données interactives, etc. C'est assez sympa. Là, par exemple, voilà, c'est des sortes de graphes qu'on ne trouve pas régulièrement. Donc là, c'est un graphe à bulles. Donc ça regroupe en fait les données dans différents cercles qui représentent des groupes. Et en cliquant sur un groupe, on peut zoomer pour accéder à d'autres données, etc. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques exemples. En fait, j'ai implémenté quelques layouts. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire un peu avec D3. Hop. Alors, bon, c'est pas très beau les feux. Donc ici en fait j'ai utilisé le layout qu'on appelle le layout de mots. Bon bah la citation, le mot qui ressort le plus c'est merde, j'y suis pour rien. Et donc ce qui est assez intéressant ici c'est, je vais rentrer dans le code après, mais ce qui est intéressant dans l'implémentation en fait dans l'utilisation de ce layout, c'est la personne qui explique comment elle a fait ce layout en fait pour gérer surtout ce qui est la collision entre les mots. En fait il a fait ça sous forme de box. Donc en gros, on encapsule le mot dans une boîte et on encapsule d'autres parties du mot dans d'autres boîtes et puis on encapsule jusqu'à arriver au pixel en fait. Et donc quand il voit que deux pixels se chevauchent, il essaye de replacer le mot selon un algorithme prédéfini. Donc c'est en soi pas très dur à faire. Ce qui est très compliqué à faire, c'est que ce soit performant. Donc on va rentrer dans le code pour voir un petit peu. Hop. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc je vais vous montrer d'abord ma fonction qui me permet de récupérer les données. Bon, c'est pas très intéressant, mais en fait le seul truc qui est intéressant c'est le JSONP. Parce qu'on a eu un peu du mal à se câbler avec Sylvain au début parce que j'arrivais pas à récupérer vu que je fais une requête cross-domaine. Et donc là j'ai utilisé le format JSONP. Donc en fait quand il me retourne les données, elles sont encapsulées dans une fonction et en fait quand les données arrivent, le JSON arrive chez moi, il sait qu'il doit appeler une callback et traiter quelque chose.
je vais vous montrer le code D3. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Hop. Donc, alors, voilà, donc d'abord je vais vous montrer la fonction qui popule le tableau de mots. Donc bon, j'ai utilisé quelques fonctions lodash, on voit le underscore, avec un for each, la fonction remove, l'autre fonction for each que j'utilise et le count by. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on lui passe le tableau, on va pouvoir traiter les éléments élément par élément, et vraiment très facilement. Là ici je ne l'ai pas fait, on a également la possibilité, comme tout le monde connaît un peu en jQuery, de chaîner en fait les fonctions. Donc j'aurais pu en fait chaîner pas mal de fonctions ici, mais j'ai préféré découper pour que ce soit un peu plus lisible. Donc ici en fait je récupère, je lui passe les données en fait que j'ai récupérées du service de Sylvain. Et ici en fait je vais découper le tableau, je vais essayer de retirer tous les stop words, et puis je vais compter le nombre de mots, et essayer en fait, de régler la taille en fonction du nombre de mots. On voit ici dans le tableau data, la size que je règle en fonction du compte que j'ai fait au-dessus. Donc je vais surtout essayer de vous montrer les fonctions principales, on va dire, de D3. Bon, ici on peut voir que donc je fais un D3 select en fait. D3 en fait, on va pouvoir un peu à la manière du jQuery avec les happen, donc injecter directement en fait des éléments dans le DOM. Donc ça c'est pas forcément très intéressant, mais ce qui est intéressant en fait c'est le traitement des données qu'on peut voir dans la fonction draw. Donc il y a le update, le exit et le enter. Donc en fait c'est un peu la base ça, de D3JS. Donc le update en fait c'est le moment où on bind les données. Donc D3 il reçoit les données et il va créer autant d'éléments que de données et il va les binder dessus. Donc après on peut travailler ces éléments et faire ce qu'on veut avec. Le exit en fait il va regarder tous les éléments qui ne sont pas bindés à des données et les supprimer. Et dans le enter, il va justement binder en fait les données qu'on a eues en entrée. Donc ensuite, après, avec les attributs, le style, etc. Bon, le onClick et tout ça, ça vous rappelle un peu le jQuery, c'est assez classique. Donc, par contre, je vais passer. Je voulais implémenter autre chose, mais finalement, ça n'a pas trop d'intérêt de le faire. Je vais essayer de vous montrer autre chose où je vais implémenter une petite checkbox pour vous montrer le tri des données en temps réel. Hop. Ah, on n'a pas toute la... C'est un peu chiant ça. Ça, c'est que ça prend pas tous les points. Bon, on voit pas très bien, mais ici en fait, donc on a l'ensemble des données. Donc en fait, c'est un nombre de. Je calcule le nombre de quotes qu'il y a par film. Donc en fait, c'est le même principe que l'autre. Avec du lodash, je vais calculer les choses et populer les données. Et ensuite, avec D3, je vais les binder. Donc là, voilà, là j'ai créé stat data. Donc je fais un for each. Ensuite, je compte le nombre de fois qu'il y a le titre du film en fait dans les quotes, et ensuite je crée un tableau de données. Ensuite ce tableau de données il va me servir, c'est le tableau de données que je vais passer pour le enter, update et exit. Hop. Donc ici je définis les axes. Hop, select all. Voilà. Donc ici on voit le select all data enter. Donc ici je bind les données, donc j'utilise pas le update et le exit puisqu'ici je fais pas de mise à jour en temps réel. Donc dans l'autre j'aurais voulu implémenter quelque chose que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Parce qu'en fait le update et le exit, évidemment mettre à jour et supprimer les données, ça sert si on fait une mise à jour en temps réel, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc ici ce que je vais essayer de vous montrer c'est, juste dessous je vais décommenter le code et je vais vous montrer en fait l'implémentation d'une checkbox qui va permettre de retrier les données en temps réel. Pour retrier les données, je vais utiliser des fonctions de D3 qui, un peu comme lodash, trient les données. Donc ici, on met un timeout en entrée où je déclenche l'événement. Donc je vais créer la fonction, je vais décommenter la fonction juste derrière qui est la fonction change.
Ici, en fait, c'est pour que la fonction elle se déclenche via un timeout lors de l'initialisation du graphe qu'on va voir. Ici, on a la fonction change. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette fonction? En fait, dans cette fonction, c'est ce qui a principalement l'intérêt, c'est le data.sort, où je définis un tri de données. Donc, en gros, en fonction si c'est checké ou pas checké, je vais soit dire je trie par le nombre de valeurs, ou sinon je fais d3.ascending, et là je trie par les noms en fait. Après, tout ce qui est derrière, donc ce qui est la transition, le délai, etc., ça va plus être des effets de style pour que ça se passe de façon fluide et que ce ne soit pas une transition directe. Donc je vais vous montrer l'effet comment ça rend. Il faut juste que... Hop, c'est pas forcément très pratique avec le bug. Hop. Donc ici, normalement... Hop. Voilà, donc on voit qu'en fait ce qui s'est déclenché, ce qui a retrié en fait c'est le timeout que j'avais mis avant. Donc au bout de 2 secondes en fait il va retrier automatiquement les données par le nombre de côtes. Hop, j'ai mis un petit titre dessus. Et ici quand je décoche, on va rentrer dans le datasort qui retrie les données. Ce coup-ci il va classer en fait par les noms. Donc il y a plein d'autres choses comme ça, plein de tris de données qui sont possibles. Par contre là on est un petit peu short, donc j'avais un autre exemple mais je pense que je vais le sauter et que je vais laisser la main à mon camarade sinon il va rien pouvoir dire. T'es côté serveur ou t'es côté client là? Là je suis côté client là. Là c'est vraiment côté client et l'autre exemple que je voulais montrer en fait c'était un autre, je vais vous montrer quand même vite fait. Mais parce que c'est un layout en fait qui va permettre de définir des relations en fait entre différentes personnes. Donc ça s'appelle le graphe, ça s'appelle le force layout. Et grosso modo, ça prend des nœuds et des liens et ça permet de faire des graphes en fait de relations de personnes, etc. Donc à partir de là, on peut imaginer plein de choses. Par exemple, on peut interroger le service Facebook pour récupérer les amis de quelqu'un, puis tracer tout un graphe, etc. Le fait qu'il y ait la force qui soit activée, donc ici les points là sont fixes, mais le fait qu'il y ait la force, certains l'utilisent par exemple pour regrouper les données par groupe. Donc par exemple, on a différents groupes de choses, et par exemple, les données peuvent s'agréger en fonction des groupes. Bon, je vais passer la main à mon camarade qui va vous parler aussi côté client. Hop. Donc je te laisse la place, Alan. Donc moi je vais vous parler de côté client et côté serveur. Côté serveur, je vais vous parler de Socket.io qui permet de faire je vais vous parler de Socket.io qui vous permet de faire des messages en direct avec différentes personnes. Donc un peu comme avec Signalair si vous connaissez en .NET. C'est surtout pratique pour faire des chats ou des centres de notification, des choses comme ça. Et côté client, je vais vous parler des moteurs de binding, donc précisément Knockout. Ou ceux qui connaissent plus, c'est AngularJS, Backbone, AmberJS. Moi j'utilise le Knockout parce qu'il est super léger, en fait il regroupe uniquement le moteur de binding, alors que les autres ont beaucoup plus de fonctionnalités, sont plus lourdes. Donc moi j'ai pas de PowerPoint, ça va être du code principalement, donc plus assis. Alors, Socket.io, donc en fait pour l'appeler c'est super simple. Donc là j'ai un moteur Node.js un peu comme a montré tout à l'heure Sylvain, avec là c'est la configuration de base, donc si vous faites n'importe quel Node.js, vous aurez ça. J'ai un routeur pour faire mes routes HTML, un contrôleur pour mon action, et un engine pour après, je vous montrerai plus tard. Donc là je vais instancier mon Socket.io, donc c'est super simple.
Déjà, je commence par faire un using sur Socket.io pour qu'il récupère le module. Et je lui dis d'écouter sur mon serveur. Et ensuite, j'ai juste à le démarrer et ça sera bon. Donc le Game Engine, c'est juste un export d'une fonction JavaScript qui me permet de faire un start et qui prend en paramètre le Socket.io que j'ai lancé. Donc il va falloir définir différentes choses là-dedans. C'est tout d'abord qu'est-ce qui se passe quand il se connecte, quand quelqu'un se connecte avec une socket. Donc pour ça, Socket.io est on, qui permet de m'abonner à un événement. Donc là, une connexion. Et je lui passe un callback qui fait un traitement une fois qu'il a reçu l'événement. Mon callback il prend une socket qui est la socket du client en paramètre. Et après là-dessus je peux définir différentes actions. Donc, je peux déclarer des variables, rajouter des fonctions, me rabonner à des événements spécifiques pour la socket et envoyer des messages à la socket ou à toutes les autres sockets du serveur. Donc là je vais juste créer un tableau au début. J'ai des logs. Je vais envoyer tous les logs à la personne dès qu'elle se connecte pour qu'elle ait tous les messages. Voilà. Donc là, en fait, je dis avec le emit que la socket que j'ai reçue, je lui renvoie un message qui aura comme ID getLog et en paramètre, je lui passe tout mon tableau log. Donc il aura toutes les infos en JSON de l'autre côté. Je vais aussi m'abonner à un deuxième événement. Qui est new log. Donc là, en fait, ce que je dis, c'est que je m'abonne à un événement pour ma socket. Et dès que je reçois un message nouveau log, je fais une fonction. Et en paramètre, j'ai mon nouveau log. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la pusher dans mon tableau. Et après, je vais l'envoyer à toutes les autres personnes connectées sur le socket. Voilà. Comme ça, toutes les autres personnes autres que moi-même, qui avaient mis la socket à la base, vont recevoir le message. Donc ça c'est pour la petite partie côté serveur, donc c'est vraiment super simple à faire. Et après donc côté client, je consomme tout ça avec Knockout. Alors il est là. Donc pour mon Knockout, j'ai un objet JavaScript, donc en fait j'ai créé un objet qui s'appelle MainViewModel. Je déclare, ça c'est super important avec Knockout, c'est je redéfinis this. Il faut faire en sorte que dans les différents callbacks, si this vaut autre chose, mon self il verra toujours l'objet lui-même. Et après je définis différentes choses, donc en privé un getLog, donc qu'est-ce qui va se passer quand je reçois l'événement getLog de mes sockets. Et newLog, qu'est-ce qui se passe. J'ai oublié de mettre ça tout à l'heure. Voilà, j'ai oublié de lui mettre un nom. Voilà. Donc newLog qui va définir qu'est-ce qui se passe quand je reçois un nouveau log. Donc, ensuite en public, donc en basant sur self pour étendre mon objet, je vais définir trois propriétés. Une première qui est si mon pseudo il est CT, donc c'est juste un booléen que je vais utiliser après. Ce qui est important c'est qu'il est observable. Donc observable ça veut dire qu'au niveau du HTML il va pouvoir se rafraîchir automatiquement. Si on le met à jour en HTML, il va se mettre à jour en JavaScript, et si on le met à jour dans JavaScript, il va mettre à jour le HTML automatiquement. On n'aura rien à faire, pas besoin en jQuery d'aller cibler les éléments, il va tout mettre à jour, tous les éléments en même temps. En dessous, j'ai un tableau qui est lui aussi observable, donc un tableau observable, c'est exactement le même principe. Et enfin, un dernier, un pseudo qui est observable aussi. Et enfin, en dernier, une méthode que j'expose pour le HTML, c'est pour ça que je la mets dans self par rapport aux autres qui sont en var.
Et là, ça va être des actions de qu'est-ce que je fais quand je vais cliquer sur un bouton en particulier. Donc après, ce qui est important là, c'est que je vais ouvrir ma connexion avec Socket.io. Donc c'est un simple io.connect. Et ensuite, je vais m'abonner aux événements, donc les deux messages que j'ai envoyés de l'autre côté. Donc le emit getLog et le emit newlog. Donc sur le emit getLog, je vais lancer ma fonction getLog qui était au-dessus. Et sur le emit newlog, j'envoie le newlog. Normal. Et à la fin, je décide de dire que j'envoie un nouveau message qui va dire que telle personne est connectée. Alors après tout ça, il faut le binder au HTML. Ça, j'aurais pu agrandir. Alors, pour le binder au HTML, j'ai quelque chose d'extrêmement important. C'est d'appliquer le binding. Donc pour ça, j'ai dû mettre un petit peu de jQuery juste pour faire un $document ready. C'est la seule utilisation que j'ai de jQuery sur tout le projet. Sinon, il sert à rien. J'ai donc mon script pour Socket.io pour le taper sur Knockout. Mon script pour Knockout est super léger, il doit faire 47 kg, c'est vraiment super léger. Et celui que je vous ai montré juste avant. Donc là, qu'est-ce que je fais? Sur le document ready, je dis qu'avec Knockout, je vais appliquer un binding qui est mon ViewModel, donc que j'ai défini dans le fichier juste avant, et que je vais l'appliquer sur un élément HTML qui a l'ID KO-main, qu'on peut voir ici. C'est pareil, ça doit être le seul ID que j'ai sur tout mon HTML. Sinon, il n'y a aucun ID. Jamais, il n'y a pas besoin en fait. Vu qu'il y a le binding qui est fait par Knockout, il va réussir à détecter les éléments et à mettre à jour tout seul. Donc après, une fois que c'est là, ça va marcher pour toute ma div. J'aurai le contexte de mon objet du modèle. Donc après, je vais ajouter des éléments. Donc là, j'ajoute juste un bloc qui va être visible. En fait, avec Knockout, on peut définir des bindings avec DataBind. Tout va se passer dans DataBind, contrairement à Angular où vous avez du ng model, je crois, et des doubles brackets pour faire du binding. Dans Knockout, c'est uniquement DataBind. Et après, vous avez des binders. Ces binders, vous pouvez les définir vous-même. Si vous n'avez pas ce qu'il vous faut, vous pouvez les créer des composants, faire ce que vous voulez. Et là, en gros, je dis, donc vu que c'est un false, la syntaxe est un peu spéciale, mais je prends mon isPseudoSet, qui est une propriété de mon objet, de mon contexte. Là. Et je dis que quand il est faux, mon bloc est lisible. Et en dessous, en fait, dans mon bloc, j'ai quoi? Donc, j'ai juste deux inputs, un champ texte avec un databind sur la valeur qui est le pseudo, et en dessous un bouton avec un événement clic qui lance mon set pseudo que j'avais de l'autre côté. Je vais mettre un autre bloc du dessous en même temps. Dans mon autre bloc, donc là je le montre quand le pseudo est seté. Et là j'affiche en H1 mon pseudo qui a été rempli juste avant sans rien cibler. Et en dessous, en fait je fais un for each. Et dans mon for each, tout le HTML qui est dans les linéaires HTML de la balise où il y a le for each va s'exécuter pour chaque élément de mon tableau. Donc ça fait un template en gros, ça fait un repeater, ce que vous voulez. Et là du coup mon tableau, donc je prends le tableau que j'ai fait avant, je me dis que ça démarre du début et je le retourne. Parce que je veux faire en sorte d'avoir les logs les plus récents tout en haut. Que ce soit plus sympa. Et en dessous, donc j'ai un databind sur data. En fait, data, ça permet d'accéder au contexte actuel. Et là, vu que je suis dans un for each, mon contexte a été redéfini par l'item sur lequel je suis en train d'itérer. Donc, si je lance tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ici, on peut mourir. Allez. Voilà. On peut dire ça. Sérieux? Ah non.
je crois. Non, c'est plus factory slash blanc. D'accord. Factory. Voilà. Node. Donc si vous avez besoin de lancer un serveur Node en général, ça sur ligne de commande et c'est juste un Node et le JS principal de votre serveur. Derrière ça fonce. Ah. Ça va se corriger. Il manque un S. Voilà. Ouais, donc là, il m'a créé mes deux routes pour mon contrôleur qui avait en fait juste une action index et mon socket est démarré. Donc là, je vais lancer. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Ouais. Faut juste que je change le port. Voilà. Voilà. T'as pas le vrai Internet Explorer hein? Ouais, je sais. Hop. Bon là j'ai eu un bug. Normalement les deux auraient dû voir qui se connectait. Mais là déjà on a vu que l'utilisateur, il a pas eu que ça, j'ai mis des super bons, désolé. Il a vu se connecter alors qu'il s'est connecté en premier le deuxième. J'ai eu un bug pourquoi? En fait là il m'a pas retourné ma liste de log initiale, c'est le problème. Et envoyer. Parce que j'ai dû me tromper sur le nom en fait. Ah non, voilà. Parce que j'ai défini mon logs deux fois, j'avais déjà défini au-dessus. Du coup ça changeait la portée de la variable. Parce que si je mets mon varlogs dans la socket, il sera disponible, c'est une variable qui sera disponible uniquement pour la socket de l'utilisateur. Alors que si je la définis au-dessus, dans une portée supérieure, la variable sera disponible pour absolument toutes les sockets. Donc vous pourrez partager des éléments. Donc là si je le refais. Donc des noms plus sympas. Photo. Et utilisateur. Ça va pas marcher. Normal, c'est logique. Donc, on va dire que ça a marché, je vais vous montrer plus. Ça c'est l'effet assez simple de départ. De ça j'ai fait un truc plus sympa. Parce que derrière, donc on a Sylvain qui nous a fait l'API avec toutes les citations. On a un moteur de communication entre navigateurs et derrière un bon moteur de binding. Donc j'ai décidé de faire un jeu de quiz, tout ça. En gros, il va vous connecter et il va vous poser des questions, des citations. Ils vont répondre quel acteur a répondu à la question et ça fait les points, ça fait les logs. Vous pouvez avancer les parties et tout est géré assez automatiquement. Donc le code, il n'a pas beaucoup changé. Si on prend l'app.js, c'est exactement le même. Rien n'a changé. Le Game Engine est un peu plus gros. En gros, j'ai plus de portée, plus de variables globales. J'ai ma liste de joueurs, mes logs qui est toujours là. L'index courant pour savoir sur quelle question je suis, le nombre max d'éléments, parce qu'en gros je suis sur une pool de questions qui est de 10, pour pas faire trop.
ma liste de questions, la question courante, parce que j'envoie pas au client toutes les questions, j'envoie juste la question courante, et au moment où il a besoin de la connaître, pas avant, si la partie a démarré et le nom de la partie. Parce que je gère le fait que quand vous avez une partie que vous avez finie, les autres n'ont pas forcément envie d'en recommencer une, mais vous oui. Bah, je gère des rooms dans Socket, on peut faire ça. Donc je vais vous montrer, elle est là. Au début, je crois. Voilà, c'est ça. Donc quand je fais join un string, parce que derrière c'est un string, je rejoins une room spéciale et je vais pouvoir recevoir des messages spécifiques à cette room. Donc après je peux la quitter ou la rejoindre. Donc j'ai défini aussi par prototype pour les tableaux une fonction qui permet de mélanger un peu tout pour pas avoir tout le temps le même ordre et que ce soit un peu plus intéressant. Donc là je vous passe le code, hein, c'est un truc basique. Dans ma socket après je me suis abonné à plus d'événements. Je vais les raccourcir. En gros j'ai la création d'une nouvelle partie qui porte bien son nom, hein, qui va rejoindre une room et quitter l'ancienne si elle existait, envoyer l'état courant de la partie, tous les logs, tous les joueurs, si c'est démarré, s'il y a déjà une question. Je vais setter le joueur dans un dictionnaire. En gros, si vous avez remarqué, c'est que mon dictionnaire de joueurs, c'est pas un tableau, c'est un objet. Parce que je pars de la fonctionnalité du fait que les objets en jQuery, en JavaScript, pardon, c'est des tableaux clés-valeurs. Donc j'utilise ça à mon avantage pour en faire un dictionnaire et pouvoir accéder directement par un ID des joueurs et les retrouver rapidement pour mettre à jour leur score, leurs messages et tout ça. Et après je définis directement que le joueur est pas prêt. Hop. Après j'en ai une autre qui est ready, qui est là, qui va en fait tous les joueurs quand ils vont dire qu'ils sont prêts, ils vont envoyer un événement au serveur socket et ils vont dire ok on peut commencer à jouer. Là je vais juste checker si tout le monde est prêt et si c'est prêt, je lance vraiment la partie. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais envoyer un start pour afficher un timer pour tout le monde de 10 secondes pour qu'ils aient un peu de temps un peu avant. Et après je vais définir dans getQuizList. Donc je vais aller récupérer sur le serveur de Sylvain qu'on a vu tout à l'heure, c'est ses quotes. Donc là je fais une simple requête get. Donc en Node.js les requêtes get c'est un peu différent parce qu'il va nous envoyer chaque paquet un à un. Donc je suis obligé de les reconstruire un peu tout le paquet au final pour que quand ce soit fini les traiter. Et derrière donc c'est juste un JSON, donc moi c'est un tableau sur JavaScript, c'est nickel. Je l'affecte à mon tableau, je le remplis en redéfinissant mon objet. Donc c'est une question, une réponse et un score. Donc assez simple. Et derrière je mélange tout mon tableau. Parce que je crois qu'il a une vingtaine d'éléments, j'en veux que 10. Je mélange le tout et c'est bon. Je commence mon index à 0 pour commencer sur la première question. Et là je lance un timeout de 10 secondes et dans 10 secondes mon serveur il va envoyer un message à tous mes utilisateurs connectés. Et ça va leur envoyer le quiz. Et enfin, qu'est-ce qui se passe quand un joueur a trouvé une bonne réponse. Donc je regarde d'abord s'il existe, parce qu'on ne sait jamais. Je mets à jour son score, je mets à jour le log, et je fais avancer l'index de la question, j'envoie la nouvelle question. Et j'envoie à tout le monde ce qui s'est passé. Et si on est arrivé à l'index à la fin, je réinitialise le tout. Et je change le nom de la room, comme ça si quelqu'un recommence une partie, il a un nouveau nom, et c'est bien ça reparti. Côté knockout, j'ai un peu plus de choses aussi. Donc là en fait il n'y a pas de GUID en JavaScript, donc j'en ai recréé un, c'est pas dur. J'ai un objet en knockout pour le player, où tout est statique, l'ID, le pseudo, le message, parce que ça n'a pas besoin de changer. Et le score est observable pour voir l'évolution de la partie. Et j'ai mon view model qui est le même qu'on avait avant, avec un peu plus de choses. Hop.
Comme tout à l'heure, j'ai mon setup pseudo qui va me connecter à ma socket. En gros, il n'a pas changé. C'est juste que j'initialise en plus le joueur courant qui est en train de jouer. Et après, je m'abonne à mes événements comme tout à l'heure. J'envoie un message comme quoi je suis connecté et j'envoie à tout le monde. Enfin, j'envoie au serveur que je lance une partie. Le ready, c'est le même, il n'a pas changé. On peut voir qu'il y a on key up pseudo et un on key up win. Parce que ça me saoulait d'aller cliquer sur le bouton que j'ai mis connecter ou répondre. Donc c'est juste sur votre div, quand vous appuyez sur entrée, il va automatiquement lancer l'action. Ce qu'on fait souvent en JavaScript, on récupère le signal 13, pour ça c'est un entrée, et je lance mon action. L'action de mon clic pour savoir si j'ai trouvé la bonne réponse. C'est simple, hein, c'est un if. Et après je set le score du joueur local s'il a gagné et j'envoie le message. Et la nouvelle partie qui me permet de setter les scores, remettre un peu tout à zéro en fait. Et de lancer la partie. Après en private, j'ai toute la réception de mes événements de socket. Donc qu'est-ce qui se passe quand je reçois start? Je lance mon timer. Sur le get all quiz qui est l'initialisation, je récupère tous mes tableaux, donc les logs, la liste des joueurs, si la partie a démarré et la question courante s'il y en a une. Sur le new player, quand un player arrive, je le crée par rapport au modèle que j'ai au-dessus, je l'ajoute au log et je l'ajoute à la liste des joueurs. Sur le next, c'est simple, hein, j'envoie, si je détecte que c'est fini, je dis c'est fini, et j'affiche une autre page, et sinon je set la nouvelle question. Sur le win, ça envoie juste le message comme quoi telle personne a trouvé telle réponse avec tel point, et je l'envoie direct. Et le player win, c'est quand quelqu'un d'autre a gagné, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je mets à jour le log par rapport à ce joueur et je mets juste à jour son score, c'est tout. Voilà, et je mets à jour le log. Voilà. C'est un peu tout. Et après, dans les propriétés, j'en ai un peu plus. Donc, plusieurs booléens pour gérer mon affichage, parce que j'ai pas fait de push-tête. 2 tableaux pour les logs et les players, une liste de players pour les sorter par rapport au nombre de points. Mon timer, ma question, ma réponse, le gagnant et le joueur actuel. Donc si je lance tout ça, je vais lancer directement dans Azure parce qu'il y est. D'ailleurs si vous avez des PC vous pouvez y aller, hein, c'est disponible. Donc l'URL sortir ma surface. Vous avez la même. Elle est bleue. Vous avez la même. Que je te la débloque. Bah, c'est sur ça, je connais les réponses. On va remettre un joueur Toto. On va remettre un autre utilisateur, c'est très bien. Donc là par rapport à tout à l'heure ça marche. On a bien vu qui s'est connecté. Salut, t'es là? Voilà, salut. Alors, je mets ready, donc j'en ai mis un seul, on voit bien que... Ah, désolé. Donc c'est avidballquiz.azurewebsite.net. Ouais, parce que en fait, là, pour répondre, ce qu'il faut faire, c'est vous avez, faut mettre le nom de l'acteur qui a dit la citation. Donc vous avez le prénom et après le nom.
Mais le problème, c'est que dans la base, c'est pas bien renseigné, donc parfois c'est le nom d'abord et enfin, le nom dans le prénom. Et... C'est bon pour l'URL? Ah, du coup, je peux en mettre qu'un seul. Je mets les deux. C'est bon? Voilà, donc là tout le monde est prêt, ça va démarrer. Bah, tu peux rejoindre encore, hein, t'as le temps. Tu peux rejoindre en cours, hein, de toute façon. Voilà. Et là, normalement, vous avez tous eu la question. Donc, si t'as pas ta liste de... Ah bon? J'avais pas essayé. Attends, je vais mettre... Ouais, je vais chez... C'est quoi, c'est fact avec un S tout de suite? Ah, Sylvain. C'est quoi l'URL du tour du tir? Ah non, d'accord, il veut m'ouvrir. D'accord. Hop. Alors. Évidemment, je vais ouvrir ça dans mon truc. Techniquement, la réponse, c'est Vincent Cassel. Est-ce qu'il y en a un qui va réussir? Non, tu peux, voilà, il y a GG qui a trouvé, bien joué. Donc ça a mis à jour pour tout le monde le point, ça a récupéré la nouvelle question, ça coucou est connecté. Il y a GG qui est arrivé dans les logs et on peut déjà répondre à la prochaine question qui est Baleine et la saloperie, j'en sais rien du tout. Le World is your. Alors là, il y a eu un bug. Parce qu'on a changé de question, il n'y a pas eu de point. Mais bon, le principe est là, en fait, vous avez quand même Socket.io qui envoie toutes les réponses à différents joueurs connectés en temps réel à tout le monde. Et derrière, mon knockout qui... parce que ouais, mais t'as tellement bien rentré les trucs, parfois il manque des lettres. Celle-là, c'était... Alors. Ah, désolé. C'est Notepad. Hein. Et... Michel Pfeiffer. Hop là. Et on peut continuer comme ça jusqu'à arriver aux 10 questions et gagner. Donc là, le temps de trouver les 10 réponses, ça va être un peu chiant, on va pas y arriver. En fait, ce qui se passe quand on arrive à répondre, quand il y a un joueur on a fait les 10 questions, on a le gagnant qui s'affiche, et on peut relancer une nouvelle partie. Et ça repart pareil, on continue. Et voilà. Bravo, voilà. Si vous avez des questions après aussi. Bah, t'as l'URL de Sylvain. Alors, moi pour tester c'était super bien parce qu'en fait dans PowerShell je voyais passer tous les avec Socket.io tous les données qui sont envoyées. Donc quand j'envoyais une question, je voyais la réponse qui passait dans PowerShell. Donc je pouvais tester directement, envoyer la réponse. C'était bon. Et alors, comment c'est en PowerShell? Non, c'est le serveur web, c'est un node qui est installé, en fait installe node. Et derrière il y a un serveur et tout, et là j'ai juste des commandes quand installe node qui s'ajoutent. Et en PowerShell, enfin là j'ai fait en PowerShell, mais on peut faire en ligne de commande.
tu lances ton serveur. Mais tu peux aussi, par exemple, il l'a fait dans Visual Studio. Je précise que moi je suis un feignant et que j'aime pas trop traiter des commandes, donc je télécharge un plugin pour faire ça. Et sur un vrai serveur, des personnes qui ont adapté sur F5, qui lancer PowerShell. Tu peux faire un script. Tu peux faire un script. Tu fais un bash, ou sous Windows, je sais plus c'est quoi le nom. Il y avoir aussi un paramétrage dans le package Si, je connais sur Azure. Ah, le bash. T'as les scripts PowerShell. Et sinon, bon, pour déployer, moi j'ai déployé sur Azure en passant par GitHub. Sylvain il a fait par Dropbox. Pour mettre sur Azure Website, c'est super simple. En fait, vous devez changer dans l'app JS le port qui est ici. Si vous laissez 3000, ça ne marchera pas. Vous mettez process environnement port et ça marchera tout seul. Et en fait, vous avez juste ça à faire, définir votre Git en local et le pusher avec, vers un GitHub ou un Git que vous avez en ligne. Ou même sur Azure Direct qui peut vous fournir un GitHub, enfin un repo Git. Vous faites juste ça et ça va être envoyé sur le serveur et mis en ligne. Et après, dès que vous faites un push, ça envoie sur le serveur Azure et ça met à jour. Dans l'interface Azure avec Dropbox, c'est ultra simple en fait parce qu'il synchronise avec votre répertoire et il y a un qui et ça marche directement dans Azure. Bah, avec GitHub, c'est pareil. Hein. En fait, c'est dès que tu pushes, t'as la versionning et c'est mieux. Moi, je m'en vais là avec les deux. Voilà. Bon, bravo. Merci, monsieur le tuteur, ça m'a renseigné la chose et de formaliser le programme. On est 200 en France sur le coup. Ouais. Bah, il tourne, de toute façon, vous pouvez répondre. Il tourne. 1h12. Vous avez fait la surface, ça s'est bloqué.